Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis toujours votre prof, Jean-François Sénéchal. Comment ça va cette semaine? Semaine 2 déjà, ça avance. J'espère que votre début de session se passe bien, votre rentrée, que vous survivez au froid, au froid piquant. Écoutez, c'était piquant le froid en fin de semaine. On annonce plus beau cette semaine, donc il y aura possibilité d'en profiter peut-être un peu plus. Écoutez, cette semaine, avant d'entamer ce deuxième épisode de votre podcast, bon, j'ai deux sujets que j'aimerais. Ben là, j'ai un ton grave, là. Mais non, c'est pas le ton que je vais adopter, pas du tout. Deux choses dont j'aimerais discuter avec vous. La première chose, ben, c'est d'abord, merci pour vos présentations sur les forums. Écoutez, je lis tout. C'est franchement beau à voir, de beaux parcours bien riches. Content de vous lire, ça me permet de vous connaître un peu. Je me suis permis de répondre aux 50 premiers là, qui se sont présentés. Écoutez, à 190, là, si je réponds à tout le monde, je vais y passer une partie de la session. Donc, pour les 50 premiers, en guise de récompense, là, ils ont reçu un message personnalisé du prof, peut-être le seul de tout leur bac. Mais néanmoins, c'est ça, un petit message pour leur dire bonjour, créer un lien déjà, puis ils ont reçu même un badge parce qu'ils l'ont fait, ils se sont présentés, ils l'ont fait vite, ils l'ont bien fait. Puis aussi parce que si vous avez écouté l'épisode précédent du podcast ou assisté en classe, au cours, vous savez que je donne des badges hein, pour stimuler votre engagement, je donne des trophées. Dans ce cours, là, je donne tout ça. Ça me prend beaucoup de temps, encore une fois, dans ma vie de prof, mais je trouve ça stimulant. Justement, d'essayer de stimuler l'engagement de mes étudiants en classe, puis être en classe, participer en classe, se présenter sur un forum, tout ça, là, ça fait partie de votre job d'étudiant. Et lorsque vous faites votre job d'étudiant, ben moi, je récompense votre job et je tente de valoriser les multiples facettes de votre rôle d'étudiant. Certains le font très bien. Deuxième point, deuxième sujet. Bravo aussi pour vos premières interventions sur le forum de Karen Duhamel. Là, vous savez, là, je vous ai présenté cette vidéo-là au dernier cours. Je vous ai demandé de participer au forum, puis c'était vraiment inspirant de vous lire. Hein. Le cours est à peine entamé, puis on le voit là, dans la lecture, dans votre écriture, plusieurs sont déjà plongés là, dans la haute réflexion et auto-réflexion, auto-examen et critique de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, du système dans lequel ils vont bientôt œuvrer. Évidemment, il y en a plusieurs qui se sont dit touchés, inquiets, c'est sûr, un peu troublés là, parce qu'ils ont vu dans cette vidéo-là. Puis c'est vrai que ça fait un peu mal de voir ça. Mais je vous rappelle l'intention pédagogique derrière cette vidéo, c'était de vous faire sentir, puis l'étude de cas avait été pensée de cette façon-là, là, l'idée, c'était de vous faire ressentir dès le cours 1 hein, cet inconfort, ce manque d'outils, ce manque de ressources. Puis justement, afin que moi, je puisse arriver, puis vous dire, ben, vous savez, vous vous sentez en manque d'outils, vous vous sentez peut-être mal préparé à affronter ce genre de problème, ben, on va s'y préparer. Puis c'est un peu l'objectif de cette première activité, de cette première vidéo, vous montrer à quoi ça peut ressembler le pire et comment on se prépare au pire. Et éventuellement, ben, si on est prêt au pire, on sera prêt au moins pire. En tout cas, c'était l'objectif de cette première étude de cas. OK, allons-y avec le module 2 cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend dans ce module 2? C'est une exploration, je dirais, des notions de base, le vocabulaire. On se donne un vocabulaire commun, on essaie de se comprendre, on essaie de se donner un langage pour se comprendre, pour nous comprendre, hein, un peu comme en biologie, en médecine, en physique. Là, on se donne des nouveaux mots, un nouveau vocabulaire commun pour savoir ce de quoi
on parle, puis ça permet d'être, justement, c'est la même chose en éthique, avoir un vocabulaire commun, être plus précis aussi lorsqu'on nomme des choses. La seule distinction, c'est qu'en classe, ben, dans un cours d'éthique, ce sont des mots assez communs, assez usuels. C'est des mots que vous utilisez déjà dans votre quotidien, mais on va essayer de leur donner un sens plus précis, puis d'être un petit peu plus rigoureux en cette matière concernant ces termes. Les termes qu'on va voir, mais il y en a plusieurs, mais commençons déjà par peut-être le terme le plus important de ce cours, bien sûrement, c'est le mot éthique. Hein? Je dirais que c'est le grand concept du cours. Le cours s'appelle l'éthique et professionnalisme, puis évidemment, on va donner un sens plus précis à ce que ça veut dire, éthique. On va parler de plusieurs choses, de plusieurs sujets dans ce cours, mais gardez en tête qu'il n'y a qu'un seul vrai grand terme important dans ce cours, c'est le mot éthique. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, éthique? Qu'est-ce que c'est l'éthique? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce qu'on peut en discuter de cette matière lorsque ça parle d'éthique, lorsque ça parle de morale? Puis pour parler d'éthique, déjà, la question centrale que je me permets de vous confier, si vous voulez parler d'éthique, il faut parler de la question du bien et du mal. Hein? C'est ça qui est au cœur de l'éthique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Vous voyez comment c'est ambitieux. Là? Ce sont de vieilles, belles questions, le bien et le mal. Mais c'est ce de quoi qu'on va tenter de discuter en classe. Donc, ni plus ni moins que ce bien et ce mal. Hein? Deux extrêmes, évidemment. Mais en classe, puis dans ce cours, moi, ce qui m'intéresse, c'est la zone intellectuelle très riche et très intense qui sépare justement le bien et le mal. Hein. Il y a un continuum là, entre le bien et le mal ou par-delà le bien et le mal, comme disait Nietzsche, que vous avez peut-être trop étudié pendant votre formation au cégep, mais c'est ça. Là. C'est pas le bien et le mal, oui, m'intéresse, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est le continuum entre les deux. Éthique, c'est ça, hein, et morale, ben, vous allez le voir dans le cours. Éthique et morale, d'ailleurs, morale, vous l'utilisez, fais-moi la morale, ne me fais pas la morale. Ça, c'est éthique, vous allez dire ça des fois dans le langage. Là. Ça, c'est un comportement éthique. C'est une façon de dire c'est un bon comportement, c'est pas exactement le sens qu'on va donner au terme éthique. Même chose pour morale, deux termes, on va essayer de les définir. Je dirais que déjà les deux le sont dans le langage philosophique, éthique et morale, se sont compris comme deux synonymes. On va faire les nuances qui s'imposent dans le cours, là, mais typiquement, ce sont, quand on va voir les racines des termes, là, donc éthique, il y en a juste un qui vient du grec, puis l'autre vient du latin, mais ils disent à peu près la même chose. Donc éthique, ça vient du grec, ethos. Puis ethos, c'est quoi? Ce sont justement nos habitudes, nos décisions. Quand la question du bien et du mal se pose, là, on a pris des habitudes. On a pris l'habitude de prendre des décisions ou de tenter d'imposer certains types de décisions. Puis ça, c'est l'éthos. Hein? L'éthos, l'éthique. Puis le même sens se trouve dans la racine latine, donc ethos. Éthique, c'est en grec, puis morale. Donc, ce sont les décisions que, justement, là aussi, nous avons l'habitude de prendre lorsque la question du bien et du mal s'impose. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la bonne décision dans un contexte X? C'est quoi la mauvaise décision dans le même contexte? Bien, mal. Hein? C'est pas la première fois là, que dans l'histoire qu'on se pose ce genre de questions. On n'a pas inventé ça dans les 5 dernières années, depuis qu'on parle d'intelligence artificielle ou en génie. Hein, la question du bien et du mal, là, ça fait depuis que le langage se développe là, qu'on se pose ce genre de questions-là. Donc, il y a une longue, une riche période de réflexion sur ces enjeux qui s'échelonnent au moins sur 5000 ans. Et on va essayer de vous résumer ça un peu
dans le module 2. Et donc, dans cet épisode introductif au module 2, ici dans ce podcast, j'aimerais me concentrer sur 3 termes importants là, qui permettent d'articuler et de comprendre cette question-là du bien et du mal ou de l'éthique ou de la morale en général. Donc, 3 termes. Les termes seront conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Donc, peut-être dans certains cours de philo morale que vous avez eus au cégep ou ailleurs, on vous les a peut-être déjà introduits, mais une autre belle façon d'approfondir des termes, c'est de les revisiter au cours de notre vie. Même encore aujourd'hui, je lis des ouvrages sur le conséquentialisme, le déontologisme, l'éthique de la vertu, et je comprends encore de nouvelles choses. Donc, pour vous replonger dans revisiter ces termes avec votre tête d'universitaire, ce serait une belle façon de familiariser avec tout ça. Et ces 3 termes, donc conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu, ce sont 3 façons, comment je dirais, 3 façons d'argumenter pour justifier vos actions lorsque vous les qualifiez de bonnes. Moi, j'ai pris telle bonne décision. Pourquoi? Parce que. Donc, ce qui suit après, là, c'est un argument. Puis, il y a 3 façons là, générales, il y en a d'autres, là. Mais les 3 grands mouvements, on va le voir. Donc, un argumentaire qui est plutôt de type conséquentialiste, un autre de type déontologique et un autre plutôt inspiré de l'éthique de la vertu. Et demain, en classe, je vais vous citer plusieurs exemples de décisions éthiques. On va faire une étude de cas, on va regarder ce qui se passe. En mai, on va donc étudier toutes sortes d'argumentaires qui puisent dans ces 3 mouvements. Mais puisque vous m'écoutez en ce moment, puis que vous m'écoutez différemment, peut-être plus intensément même en podcast, là, il y a une relation de proximité. Pour un contenu intellectuel, je trouve que c'est intéressant, le podcast. Et puisque vous m'écoutez en ce moment, j'ai pensé vous expliquer ces 3 courants-là en vous donnant peut-être des exemples que je ne donnerai pas en classe. L'exemple que j'aimerais prendre dans ce podcast, c'est la gestion de la crise de la COVID. Souvenez-vous de ça. Je sais que pour plusieurs, là, c'est compliqué. On l'a tous vécu assez intensément, tout ça. La COVID, le débat sur la vaccination obligatoire. Vous en avez sûrement discuté avec vos proches à cette époque. Vous en avez peut-être discuté même sur les réseaux sociaux. Et pour plusieurs d'entre vous, en tout cas pour moi, c'est un peu traumatisant de replonger là-dedans. On a tous un petit choc post-traumatique. Mais en même temps, c'est concret, c'est vrai, vous l'avez vécu, puis la poussière commence à retomber, puis il est peut-être temps pour vous de commencer à réfléchir à tout ça. Puis quoi de mieux que prendre une expérience concrète comme ça là, pour apprendre de nouveaux ou intégrer de nouveaux termes. Donc, c'est l'idée que j'ai eue dans ce podcast parce que à l'époque, c'est quoi la bonne décision? Vous vous êtes sûrement posé cette question-là tous les jours. C'est quoi je dois faire? C'est quoi la bonne décision? Puis autour de vous, on vous dit, vous devriez faire ci, puis vous devriez faire ça. Puis des arguments, il y en avait plein. Puis la plupart des arguments que vous avez entendus à l'époque, ça s'inscrivait dans les 3 courants, je les répète, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu, mais vous ne le saviez pas. Donc aujourd'hui, là, c'est de revisiter ces arguments-là, puis voir dans quel courant ça s'inscrit. Donc on y va. Allons-y replongeons avec prudence dans ce débat-là là, sur la gestion de la COVID. On va prendre l'exemple peut-être de la vaccination obligatoire. Rappelez-vous, à l'époque, plusieurs disaient que c'était un mal nécessaire. Donc déjà, ces termes-là, là, vous allez voir que ça pointe toujours vers le même type d'argumentaire. C'est un mal nécessaire. On doit l'imposer.
Puis on peut même nous priver d'accès à certains lieux. Rappelez-vous, à l'époque, là, aéroport, c'était compliqué, cinéma, même centre sportif. Donc, c'est un mal nécessaire. On va vous priver ou on va rendre ça compliqué. Et pourquoi? Pourquoi on faisait ça? C'était pour la santé publique. Hein? La santé publique, la santé de tous, hein, tout le public, pour nous assurer du plus grand bien pour le plus grand nombre possible. Hein, le plus grand bien pour le plus grand nombre. Et lorsque vous vous engagez dans un discours qui ressemble à ça, là, c'est un discours ou un argumentaire qui s'inscrit exactement dans l'esprit du conséquentialisme ou de l'utilitarisme. Ça aussi, c'est une façon de le désigner. Là. L'utilitarisme est une catégorie un petit peu plus petite. Là. Donc, l'utilitarisme fait partie du conséquentialisme. C'est le premier mode argumentaire que je veux explorer avec vous, le conséquentialisme. Et le conséquentialisme, lorsque vous vous inscrivez dans cette voie, vous vous demandez, bien, le bien, c'est quoi? C'est quoi la bonne décision? Puis on vous répondra, le bien, c'est telle décision parce que cette décision, c'est elle qui fait le plus grand bien pour le plus grand nombre. Et à chaque fois que vous êtes capable d'arriver à ce type de raisonnement-là, c'est un argument qui est de type conséquentialiste. Et là, ben, vous le savez. Puis chaque fois autour de vous, là, chaque fois que vous allez entendre une décision, puis la personne vous dit c'est bien parce que ça génère des conséquences positives, positives sur toi, sur moi, ça serait de l'utilitarisme, égoïsme. Mais si vous arrivez avec du conséquentialisme, le plus grand bien pour le plus grand nombre, à ce moment-là, on sait qu'on est typiquement dans le courant conséquentialiste typique. Autre mode d'argumentation, donc on a déjà vu conséquentialisme. Le deuxième, c'est le déontologisme. Ici, on replonge dans toujours le même discours, le même thème un peu traumatisant, donc la vaccination obligatoire, la crise de la COVID. Hein, rappelez-vous, c'était quoi les contre-arguments à l'époque? Ben, rappelez-vous, il y en avait plusieurs qui parlaient, qui invoquaient toutes sortes de choses. On parlait ouais, OK, le plus grand bien pour le plus grand nombre, mais en même temps, on a des droits, hein, on a des libertés. Il y a la dignité de la personne. On a le droit de choisir, nous, librement, ce qui est bon pour nous, puis ce qui est bon pour ceux qui m'entourent. Moi, j'ai le droit d'aller dans les services publics si ça me tente de prendre l'avion, d'aller voir dans la famille. Qui êtes-vous et de quel droit m'empêchez-vous d'exercer mes droits et libertés? Donc, un argumentaire de cet ordre, lorsqu'on se met à invoquer des droits, des règles, des principes qu'on doit respecter, peu importe les conséquences. Hein, c'est ça qu'il faut être capable d'ajouter. Là. Non, moi j'ai des droits, puis peu importe les conséquences, ça va être pour le plus grand bien, pour le plus grand nombre. Moi, j'ai le droit d'avoir accès à des services de santé, puis vous ne pouvez pas me freiner l'accès à un médecin. Donc, vous pouvez m'imposer peut-être certaines contraintes, mais il faut faire attention, parce qu'on a des droits. Puis il y a des droits qui sont inviolables, hein, peu importe les conséquences. Puis ça, ce type d'argumentaire, là, lorsqu'on invoque la bonne décision, c'est laquelle? C'est surtout celle qui conteste l'idée qu'il y a des conséquences. Donc, peu importe les conséquences, il y a des lois, des normes, des règles qu'on se doit de respecter. Et si vous entendez ce type d'argumentaire, ben, typiquement, c'est un argumentaire qui est déontologique. Donc, un argumentaire qui répond, vous le voyez là, qui répond exactement donc qui est un contre-argumentaire à l'argument conséquentialiste. Dans les débats, là, lorsque vous allez observer un débat, comment ça se dessine, le débat conséquentialiste, habituellement, c'est le premier qui se dessine. Là. On tente de calculer les conséquences positives, négatives sur un, sur l'autre, puis on fait un calcul. Mais éventuellement, il y a quelqu'un qui va intervenir en disant, ben là, peu importe les calculs que vous avez faits, moi j'ai des droits. Il y a des règles, on s'est donné des lois, on m'a donné des libertés. Puis vous ne pouvez pas freiner ça, peu importe les conséquences. Donc ça,
ça fait partie d'un argumentaire qui est donc, contraire à l'argument conséquentialiste. On parle d'argumentation déontologique. D'ailleurs, c'est un argument qui est très pratique. Si vous avez un ami là, je ne sais pas, qui n'arrête pas de calculer les conséquences de ses gestes, là. J'ai pas le temps. La bonne décision, c'est que tu fasses la vaisselle. Tiens, non, quelque chose de très concret, là. Fais de la vaisselle ce soir. Ben, moi, je peux pas parce que j'ai pas le temps, puis j'ai des devoirs, puis ben, t'as peu. Peu importe les conséquences, mon ami, là. On s'est donné des règles, puis tu dois les respecter. Peu importe les conséquences, peu importe les petits calculs, puis ça te tente peut-être pas de faire la vaisselle, puis tu dis que tu n'as pas le temps, puis tu dois étudier, que tu vas couler ton examen, mais peu importe les conséquences, on s'est donné des règles. Puis ces règles-là nous permettent d'avoir une belle vie ensemble. Ça assure une certaine forme de stabilité sociale. Hein? Ces principes-là, ils fonctionnent même à l'échelle de l'appartement. Donc, peu importe, on s'est donné des règles. Et ici, là, c'est les règles de la colocation, puis tu dois les respecter. Donc, va faire ta vaisselle. J'espère que c'est encore plus clair, cet exemple-là. Donc, conséquentialisme et déontologisme, ce sont les deux plus importants, je dirais, mouvements lorsqu'on se met à parler de philosophie morale. Il y a plein de philosophes qui s'inscrivent dans une voie ou dans l'autre. Par exemple, Immanuel Kant, avec ses grands principes, s'inscrit plutôt dans le courant déontologisme. Conséquentialisme, on a Mills, par exemple, on a Peter Singer, par exemple, qui est un chercheur un peu plus moderne. Un autre type d'argumentaire qu'on va explorer dans ce cours et dans ce module, c'est l'éthique de la vertu. Celui-là est peut-être un peu plus difficile à saisir. Donc, il faut revenir. Il est très instinctif, mais il y a une circularité dans ce type d'argumentaire là, qui est difficile à saisir. Là, je dirais les deux premiers se comprennent assez aisément. Mais si on reprend notre exemple de la vaccination obligatoire, à l'époque, il y avait un autre type d'argumentaire qui était de nous rappeler, nous invitait à rester sage, à être prudent, à être patient. Hein? Pourquoi? C'est quoi la bonne décision? Ben, peu importe la décision que vous allez prendre, l'important, c'est d'être prudent. C'est d'être courageux, rester honnête. Donc, soyez sage. Lorsqu'on dit la bonne décision, c'est celle qui est conforme à certaines valeurs, qui est alignée en fonction de certaines valeurs. Ça, on se rapproche déjà davantage de l'éthique de la vertu. Rappelez-vous, à l'époque, là, on avait nos trois à la table. Il y avait le ministre Legault puis ses deux compères. Puis on vous disait, ben, agissez un peu comme nous, agissez comme le ferait votre père, votre mère. Vous avez sûrement des héros moraux préférés. Ça peut être votre père, ça peut être quelqu'un que vous avez connu. Soyez courageux comme cette personne, soyez sage, soyez prudent. Puis lorsqu'on invoque ces grandes valeurs-là, c'est-à-dire que la bonne décision, c'est celle qui est bien alignée en fonction de ces grandes valeurs-là. Donc, la bonne décision, c'est celle qui sera sage, qui sera prudente. On ne vous dit pas exactement c'est quoi la prudence. On ne vous dit pas exactement c'est quoi la justice ou le courage ou la sagesse, mais on vous dit soyez courageux, soyez sage, soyez prudent, soyez juste. Puis cette forme de circularité-là, c'est-à-dire qu'on vous dit respectez ces grandes valeurs et encore mieux, ça se rapproche encore plus de l'éthique de la vertu, là, plaquez votre comportement, donc imitez les personnes qui, elles, incarnent le courage, la sagesse, le courage, on dirait une annonce d'un auto, d'un pick-up. Le courage, la sagesse, soyez comme ces personnes qui sont courageuses. Soyez comme votre héros préféré qui est sage, qui incarne la justice, qui incarne la tempérance. Puis si on vous dit la bonne décision, c'est ça, là. La bonne décision, c'est pas la décision qui génère le plus grand bien pour le plus grand nombre. La bonne décision, c'est pas celle nécessairement
qui respecte les lois, les normes. La bonne décision, c'est celle que prendrait la personne qui est courageuse, qui est sage, qui est prudente, qui est juste, qui est tempérante. Puis si on s'aventure dans cette voie, on s'aventure dans la voie de l'éthique, de la vertu. Et si on prend cette voie-là, là, c'est une voie, par exemple, Aristote, qui est un des plus vieux philosophes étudiés, disons, là, dans notre monde philosophique assez contemporain. Lui, c'est ça, là, c'est exactement ça, c'est de l'éthique de la vertu. Donc, ça plonge dans nos racines philosophiques les plus lointaines. Hein, l'idée qu'on ne sait pas exactement c'est quoi la sagesse, on ne sait pas exactement c'est quoi le courage, mais on sait le reconnaître chez les autres. Donc, la bonne décision, c'est celle qu'aurait prise mon héros préféré, parce que cette personne-là incarne le courage, parce qu'il incarne la prudence. Puis si je sais pas exactement quoi faire, je veux pas me mettre à calculer les conséquences, je connais mal les lois, au moins je peux me dire que je pourrais m'inspirer de mon père, qui lui incarne la prudence. Puis je vais essayer d'agir comme lui. Et si vous empruntez cette voie-là, ben ça, c'est la voie. Il y a ça aussi dans les religions, par exemple, où on va vous dire, ben, on a un être, si je prends le catholicisme, que je comprends un peu mieux, il y a l'idée de Jésus-Christ qui lui incarne justement ces valeurs-là, puis on dira, agis comme lui agirait dans telle situation. Puis ça s'inscrit dans l'éthique de la vertu. Voilà, donc courage, sagesse, tempérance, prudence, justice, on va vous donner des exemples en classe, mais je dirais que quand on pointe dans cette direction-là, on pointe vers l'éthique de la vertu. Donc, 3 mouvements, 3 courants en philosophie morale, puis je vous invite à le faire. Donc, peu importe le débat éthique là, qui se dessine autour de vous, chaque petit débat moral va vous rappeler ou vous permettra d'illustrer ces 3 mouvements qui sont souvent en dialogue. Lorsqu'il y a des conflits, des tensions, lorsqu'on argumente, souvent là, on va puiser dans ces 3 mouvements assez typiques en philosophie morale. Donc, module 2, c'est ce qu'on va faire. Dans le cours, on ne réinvente pas la roue. C'est pas dans ce cours qu'on va réinventer la philosophie morale. On va parler d'éthique, mais on va regarder un peu ce qui s'est dit à propos de l'éthique dans les 2000 dernières années. Quand on prend les grands courants en philosophie morale, il y en a 3 grands courants qu'on va examiner en classe, donc conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Demain, pendant le cours, une façon de l'illustrer en classe, vous allez voir, ça sera tout à fait ça va être le fun de faire ça en classe. Je vais prendre l'exemple du dilemme du tramway. Donc, vous l'avez sûrement déjà entendu, là. Ou peut-être vu. Il y a un tramway qui arrive, puis là, il faut décider si on fait dévier le tramway. À droite, il y a une personne. Si on le laisse aller tout droit, il y a 5 personnes. Donc, il y aura 5 personnes qui risquent de mourir si vous laissez aller le tramway, mais si vous tirez sur le levier, le tramway va dévier, puis il va aller frapper une personne. Puis là, donc ça, c'est le dilemme classique. On va prendre le même type de dilemme, mais on va l'appliquer aux automobiles intelligentes. Vous allez voir en classe, je vais vous présenter les travaux d'une équipe du MIT, donc c'est aux États-Unis, une grande école et université de génie où justement on a mis en place un outil pour étudier plusieurs scénarios possibles advenant des accidents avec des automobiles intelligentes. Il faut toujours bien les programmer, ces automobiles intelligentes, puis comment on pourrait les programmer pour les préparer à résoudre des dilemmes éthiques. C'est une version un peu plus modernisée, je dirais, du dilemme du tramway. On va faire ça en classe, on va s'amuser en classe, on va réfléchir à tout ça, puis on va explorer là aussi les 3 grands mouvements que je viens tout juste d'aborder avec vous. On va explorer en classe aussi. Je vais vous donner plusieurs exemples de la culture geek et populaire. Ça aussi, c'est intéressant de plonger dans tout ça. Typiquement, quand on enseigne l'éthique, habituellement, on puise dans les exemples puisés dans la tradition, dans la tragédie grecque, dans la culture littéraire.
Mais je préfère aussi, dans le cours, je sais que ça vous touche davantage, la culture geek, la culture populaire. Tout le monde a vu ces films-là en ce moment, les films de DC, Marvel, les films de Star Wars, les films de Harry Potter. Tout ça, c'est intéressant de puiser, d'aller revisiter ces séries-là, parce que les auteurs de ces séries-là, souvent, ils les ont lus, leurs classiques de la littérature puis de la tragédie grecque, puis souvent, ils vont réinventer et redynamiser, remettre au goût du jour ces grandes tragédies, puis les faire incarner par des histoires un peu plus modernes. Donc, moi, je préfère puiser dans la culture geek et populaire parce que ça vous touche davantage. Est-ce que la décision d'Iron Man, est-ce que c'est du conséquentialisme? Est-ce que le choix-peau dans Harry Potter, est-ce que ça incarne pas l'éthique de la vertu? Hein? Est-ce que ça s'inspire pas de l'éthique de la vertu ou le code de Mandalore dans le Mandalorian, là? Est-ce que ce code, ça s'inscrit justement dans le modèle déontologique? Donc, on va explorer tout ça en classe. Vous allez voir, c'est assez amusant de le faire. Ça vous permet de tisser des liens entre des contenus de cours et votre propre culture. Hein. C'est important en tout cas pour un prof, c'est un de mes objectifs, là, vous aider à tisser des liens entre des notions théoriques, puis vous, entre des notions théoriques vues en classe et votre propre culture, donc que vous soyez capable de tisser vos propres liens logiques dans votre cerveau. C'est ça l'intelligence, l'intelligere, là, c'est que ça veut dire là, tisser des liens. Tisser des liens entre votre culture. Votre culture, c'est quoi? Mais c'est ce que vous avez vu cet été. Donc, je ne sais pas, Oppenheimer, avez-vous vu? Qu'est-ce que vous avez vu cet été? Barbie, sûrement d'autres films de Marvel, de DC. Vous avez vos séries préférées. Donc, votre culture, elle est là. Puis, vos personnages dans ces séries ou ces films prennent des décisions morales importantes, vont les justifier, puis vont vous donner leur raison d'agir. Et ce faisant, ils vont emprunter les 3 grands modes de raisonnement qu'on a vu en tout cas qu'on va voir dans le cours, qu'on a abordé déjà dans ce podcast. Donc, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Et le but, c'est de faire des liens entre ce que vous connaissez déjà, vos personnages, leurs décisions, puis d'explorer comment vos personnages justifient leurs décisions, puis de faire les liens avec ce qu'on a vu et ce qu'on verra demain dans le cours. D'ailleurs, après ce podcast, ou au moins après le cours, je vous invite à aller dans les forums de discussion. J'ai ouvert un forum pour vous. Justement, vous demandez d'explorer vos propres exemples de la culture populaire. Vous l'avez vu, là, j'en ai déjà donné quelques-uns dans ce podcast, mais dans le cours, je vais en donner d'autres. Mais pendant que je vais donner ces exemples, vous aussi, là, vous aurez vos propres exemples. Puis vous irez nous partager vos propres exemples, vos propres personnages de la culture populaire, les vôtres, là. Donc, votre propre culture, allez nous expliquer en quoi telle décision de tel personnage est une décision inspirée de l'éthique de la vertu ou du déontologisme ou du conséquentialisme. Puis une fois que vous aurez pris cette habitude, vous ne pourrez plus désapprendre. C'est un peu un problème, là. Une fois qu'on se met à faire cet exercice-là, à toutes les fois que quelqu'un prend une décision puis justifie sa décision, vous allez faire ces liens-là. Récemment, je suis allé voir Porting. Comment ils ont traduit ça, Porting? Pauvre petite chouette? Non, ça doit être pauvre créature. C'est comme ça qu'ils l'ont. Vous irez voir ça, un excellent film. Écoutez, puis à la fin, vous poserez la décision. Pas la décision, mais vous poserez la question, est-ce que la décision du père d'enfermer cette jeune fille dans cette maison pour lui éviter tous les dangers et la cruauté du monde, est-ce que c'est une décision qui est déontologique? Est-ce que c'est une décision qui est conséquentialiste? Ou est-ce que ça s'inspire de l'éthique de la vertu? Puis c'est ce que j'ai fait pendant le visionnement du film. C'est un peu épuisant. Puis là, vous allez faire ça aussi. Hein? Vous allez vous demander, est-ce que cette décision d'Hermione Granger, hein, dans Harry Potter,
Elle dit que c'est bien de faire ceci et cela, mais est-ce que sa décision, est-ce que c'est un argument qui est plutôt déontologique ou est-ce que c'est inspiré de l'éthique, de la vertu? Puis, vous allez voir, c'est un peu, c'est un peu épuisant. Mais en même temps, c'est ça. Hein, quel monstre j'aurais créé si ça fonctionne. Puis à celles-ci et ceux-ci qui auront pris cette mauvaise habitude, ben, bienvenue dans ma tête. C'est comme ça que je fonctionne aussi lorsque j'écoute la télé, puis lorsque je vois des films. Et pour celles et ceux là, qui sont déjà irrités par ces trop nombreuses références à la culture geek et cinématographique, j'ai pensé pour vous ouvrir un autre forum aussi sur justement la crise de la gestion de la pandémie. Vous pouvez donner des exemples qui sont plus proches de la réalité, qui sont plus, donc des exemples plus de gestion de crise politique, sociale. Tout ça, là, ça vous permettra d'explorer aussi, de vous servir de votre propre expérience et lecture du monde pour trouver vos propres exemples pour illustrer les trois courants qu'on a vus dans ce podcast et qu'on verra et qu'on approfondira en classe. Puis sinon, ben, choisissez votre débat social préféré. Il y en a plein. Prenez n'importe quel débat, même sur les réseaux sociaux, que ce soit le végétarisme, qui est un beau terme, un beau sujet, prisé, je dirais, par plusieurs de votre génération. Le débat sur l'environnement, le débat sur la violence dans les jeux vidéo, la culture de la cancellation, quoi d'autre? Quel exemple? Le tramway, le troisième lien, le trio du Canadien. C'est quoi la meilleure décision? C'est quoi le meilleur trio? Dans n'importe quelle discussion, il y a toujours ces trois principaux arguments. Le penalty donné à Salah ou Traoré pendant le... Vous écoutez peut-être ça, la coupe d'Afrique des Nations en ce moment. Est-ce que c'est justifié? Si oui, tel type d'argumentaire. Donc, vous allez voir, à chaque fois que vous avez un débat, explorer un débat, notamment sur les réseaux sociaux, vous allez reconnaître ces trois grands mouvements. Puis le but dans ces forums, c'est de nous confier à les liens que maintenant vous êtes capable de tisser entre ce que vous voyez, un argumentaire que vous avez vu déployer, puis un des trois types d'argumentaires qu'on a vu dans ce podcast et qu'on verra demain en classe. Et quoi d'autre dans ce podcast? Ben, peut-être regardons votre feuille de route cette semaine. C'est le temps de le faire. Hein. C'est le début de la session. C'est important que vous compreniez déjà comment fonctionne le cours, qu'est-ce que vous avez à faire cette semaine. Puis je vous l'ai promis, là, chaque semaine, je vais vous dire un peu ce que vous avez à faire. Chaque semaine, vous avez vu là, dans le contenu de chaque module, il y a une liste de tâches que vous devez accomplir. Puis dans les premiers épisodes du podcast du cours, je vais vous donner, peut-être que à la fin de la session, je le ferai moins là, parce que vous serez plus habitués. Dans votre feuille de route cette semaine, ce que vous avez à faire. Donc, peut-être une petite parenthèse sur avant de sauter dans le contenu, lorsque vous avez le survol général du module, il y a toujours dans le premier onglet, j'énonce toujours les objectifs du module. Puis ces objectifs-là, je sais que plus la session va avancer, plus vite vous allez sauter sur l'onglet contenu. Mais rappelez-vous que ces objectifs, ce sont mes objectifs pédagogiques de module. Puis, à la fin du cours, quand je vais vous poser des questions dans votre examen final, là, je vais vous confier un secret. Pour créer mon examen, je vais prendre des objectifs de module, puis je vais vous poser des questions pour vérifier si vous avez atteint des objectifs de module. Hein, ça me semble assez honnête, là. Je vous dis, vous devez atteindre l'objectif X. Ben, à la fin, je vais vérifier avec une question si vous avez atteint l'objectif X. Donc, je ne poserai pas une question sur chaque objectif, mais je dirais, je vais me prendre au moins un ou deux objectifs par module, puis je vais créer une question pour vérifier si mes étudiants ont atteint ces objectifs. Donc ça, c'est ma façon de concevoir la pédagogie universitaire. Là. On vous donne des objectifs, je vous aide à atteindre ces objectifs, je vous donne les outils, puis à la fin, je vérifie si vous avez atteint ces objectifs. Donc, c'est pas de...
Il n'y a pas de surprise là, à la fin du cours. Si vous vous demandez à quoi va ressembler mon examen, ben, ça va être des questions qui vont être là, qui vont avoir été pensées, conçues pour vérifier si vous avez atteint les objectifs de ce module. OK, fermeture de la parenthèse. Je vous disais cette semaine, c'est le module 2. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous devez cliquer sur module 2. Vous allez voir, il y a un onglet général où je vous donne encore une fois les objectifs de module qui se transformeront éventuellement en questions d'examen, peut-être. Et dans le deuxième onglet, il y a un onglet qui est nommé Contenu. Et si vous cliquez sur cet onglet-là, vous allez voir la marche à suivre. Et c'est dans cette marche à suivre que je vous donne une liste de tâches à faire. Cette semaine, dans vos listes de tâches à faire, la première tâche que vous avez à faire, c'est écouter le podcast. Donc, voilà, c'est fait. Hein? Vous avez bien fait ça, hein? Donc, déjà, deuxième podcast d'écouter. Bravo, 2 fois de suite. Écoutez, vous allez avoir un A dans ce cours-ci, là, c'est certain. Deuxième chose à faire, ben, venir en classe. Donc, demain, en classe, vous venez en classe, comme la semaine dernière. Vous pointez en classe ou sinon, vous branchez sur Zoom. Puis, on m'a promis d'arranger les problèmes techniques que j'ai rencontrés la semaine dernière. Puis, donc, si vous n'êtes pas en classe ni sur Zoom, ben, va falloir au moins réécouter l'enregistrement de cours. Puis, cette semaine, je vous ai préparé un beau programme. Troisième tâche à faire cette semaine, il va falloir lire. Ben oui, dans le cours, habituellement, j'ai au moins 1 ou 2 lectures obligatoires par module. Cette semaine, la lecture obligatoire, c'est l'ouvrage de Georges A. Legault. Vous l'avez déjà exploré un peu dans le module 1, mais maintenant, dans le module 2, c'est lecture attentive. Donc là, il faut le lire pour de vrai. C'est le chapitre 3 de l'ouvrage de Georges A. Legault. Le titre est intitulé de ce chapitre 3, « Le professionnalisme ». Donc, allez lire ça attentivement. Hein? Donc, on lit tout le chapitre en question pour vous familiariser avec ce terme qui est celui de professionnalisme. L'autre lecture, ici, c'est une lecture plus sommaire. Lecture plus sommaire, ça veut dire que vous ouvrez le texte en question, puis vous le survolez en diagonale, vous lisez peut-être les parties qui vous intéressent davantage. C'est un cahier spécial qui est intitulé La profession, ou Les professions plutôt. C'était dans le cadre de la Semaine des professionnels. Ça avait été organisé il y a plusieurs années maintenant, mais il avait fait un beau cahier dans le devoir où on explorait différentes professions. Allez au moins lire le texte ou les textes là, qui ciblent plus précisément votre profession. Autre tâche à faire cette semaine, ben, il y a un questionnaire à faire. Il y aura un questionnaire à chaque module. Il y a un questionnaire, puis cette semaine, c'est un questionnaire qui vous aidera qui validera vos acquisitions de connaissances si vous êtes capable de distinguer justement conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. 5e tâche à faire cette semaine, participer au forum. À chaque semaine, j'ouvre un forum, je vous pose 2, des fois 3 questions par forum, puis vous devez participer au forum. Là aussi, c'est une façon pour vous de vous exercer à démontrer que vous avez atteint des objectifs de module. Ça pourrait ressembler à des questions à développement court ou moyen dans un examen. Alors là aussi, ça sert à ça. Là. Donc, c'est des exercices formatifs. Vous aider, vous pratiquer à répondre à des questions qui pourraient ressembler à des questions d'examen. Et autre tâche à faire cette semaine, cette semaine, je vous ai donné la tâche de vous faire vos équipes, donc d'entamer les travaux. Il y a le TP1 qui s'en vient, j'en dirai quelques mots plus tard. Et si vous faites tout ça, vous allez avoir atteint les objectifs du module 2. En tout cas, c'est mon ambition. Je vous donne des objectifs, puis les tâches que je vous donne à faire, c'est pour vous aider à atteindre ces objectifs. Puis, je vous le disais, à la fin du cours, dans mon examen final, par exemple pour le module 2, je vais vous poser une question dans l'examen final où je vais essayer d'évaluer dans quelle mesure vous avez atteint un objectif de ce module. Puis les objectifs de ce module, c'est quoi?
Je les ai devant moi. Donc, le premier objectif, distinguer le professionnalisme tel qu'il est promu dans le système professionnel des autres sens et usages de la vie courante. Donc, c'est quoi que ça veut dire le professionnalisme pour votre ordre professionnel? C'est quoi que ça veut dire aussi dans la vie de tous les jours? Puis est-ce que vous êtes capable de distinguer ces différentes utilisations, ces différentes définitions? Ça, c'est le premier objectif. Donc, si je vous pose une question à l'examen final, je pourrais cibler cet objectif-là puis vérifier si vous l'avez atteint. Autre objectif, l'objectif est de définir et distinguer les termes moral, éthique, droit, déontologique ou déontologie et vertu. Donc ça, vous l'avez vu, on a déjà fait une partie du travail ici dans ce podcast, mais dans le cours aussi, vous aider à explorer ces termes, vous aider à mieux les définir et mieux les distinguer. Et le dernier objectif, c'est de distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique, d'une approche inspirée de l'éthique de la vertu. Donc ça, c'est le troisième objectif. Puis vous l'avez vu, là, que dans le podcast, on a passé beaucoup de temps à vous aider à distinguer tout ça. Je dirais que pour la plupart d'entre vous, si vous avez écouté attentivement ce podcast, vous avez presque déjà atteint ce dernier objectif. Voilà, c'est tout pour cette semaine. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait tout parce que j'ai prévu un autre épisode cette semaine. Je vais le publier cette semaine, probablement vendredi. Dans cet épisode, ce que je vais faire, donc l'épisode de vendredi, c'est un épisode dans lequel je vais vous expliquer toutes vos évaluations de ce cours. Donc déjà, cette semaine, je vous ai demandé de vous familiariser avec les évaluations du cours. Dans le podcast, je vais vous les expliquer, mais je vais surtout consacrer presque l'entièreté du podcast à vous expliquer c'est quoi votre TP1. Donc, votre travail pratique numéro 1. Ça s'en vient vite, là. Le TP1, c'est dans une semaine et demie là, que vous devrez déposer votre TP1. Ou 2 semaines, là, j'ai oublié la date exacte, mais ça s'en vient très vite. Puis dans l'épisode de vendredi, je vais vous expliquer c'est quoi votre TP1. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi mes critères de correction? Je vais tout vous annoncer ça dans cet épisode-là. Donc, l'épisode de vendredi, je vais vous parler de vos évaluations du cours, puis je vais surtout explorer le TP1. Donc voilà, c'est ce qui vous attend cette semaine. Sinon, bravo déjà pour votre écoute des podcasts. Vous êtes rendu encore une fois jusqu'à la toute fin. Donc, merci d'écouter ça. D'ailleurs, plusieurs m'ont fourni déjà des preuves de leur écoute des podcasts. C'est bien. Je vois aussi les statistiques de téléchargement du cours. Il y en a plusieurs qui sont déjà engagés. Puis, c'est beau de voir ça. J'ai vu aussi que certains visionnaient sur YouTube. J'ai plusieurs clics sur YouTube. C'est intéressant. D'ailleurs, ça vous permet d'avoir des sous-titres. Donc, il y en a peut-être qui écoutent le podcast via YouTube, entre autres parce que ça permet d'avoir des sous-titres. Des fois, je regarde ça, là. C'est sûr qu'il y a de la difficulté des fois avec mes hésitations, puis mes redites, puis mon accent, mais néanmoins, ça permet d'avoir de très beaux sous-titres. Ça aide pour une personne qui est peut-être que la langue française, c'est pas sa langue maternelle. Sinon, c'est tout. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à vous toutes et tous. Prenez soin de vous, puis on se revoit demain en classe. Sinon, ici, même la semaine prochaine. Allez, bye bye. OK. L'indice cette semaine. Ce sera une phrase, tiens. En demandant à Harry Potter de suivre les règles de Poudlard, Hermione Granger illustre 3 petits points, puis vous pouvez ajouter le mot que vous pensez qui devrait figurer après ces 3 petits points. Donc, l'indice, c'est la phrase, mais si vous voulez vous pratiquer, vous pouvez déjà essayer de conclure cette phrase. Donc, l'indice cette semaine, je vous rappelle la procédure. Vous prenez l'indice, vous me transmettez votre indice par courriel, puis moi, ça me démontre que cette semaine, encore une fois, vous avez écouté le podcast parce que vous le démontrez en me transmettant l'indice. Et l'indice est le suivant. En demandant à Harry Potter de suivre les règles de Poudlard, Hermione Granger illustre, 3 petits points,
et vous pouvez ajouter la réponse. Voilà, c'est tout. Allez, bye bye.